Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Victoire du Barça, 1-0 à l'extérieur au Stade Madrigal. Enfin, je crois qu'il a changé de nom, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, peu importe. Le Barça qui prend 11 points d'avance sur le Real Madrid, puisque le Real n'a pas joué, puisqu'ils étaient en Coupe du Monde des clubs. D'ailleurs, félicitations à eux. On savait qu'ils allaient gagner, peu importe. Donc maintenant, ils auront le badge doré sur leur torse. C'est le seul intérêt de ce tournoi un petit peu minable. Peu importe. On parle du Barça aujourd'hui. Victoire du Barça. Est-ce que vous avez kiffé le match ? Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé ce match-là parce que tactiquement, c'est le genre de match que j'aime beaucoup. Il y a pas mal d'échos, et je suis d'accord aussi, pour dire que la Liga est de plus en plus faible. Honnêtement, face à une équipe joueuse comme Villarreal, coachée par un mec comme Setien, avec des joueurs comme il l'a sous la main, franchement, j'ai kiffé ce match-là. Je pense que c'était l'une des meilleures équipes que le Barça a affrontées en 2023, peut-être même la meilleure, parce que le Real Madrid, on les a tartinés. Puis le Betis Séville en Super Coupe d'Espagne, je trouve que c'était un petit peu... c'était pas top non plus. Là, le Barça a affronté une belle équipe de Villarreal. À domicile, comme ça, un dimanche soir. On sait très bien que le dimanche soir, ils sont galvanisés, les joueurs. Donc là, c'était le cas. Et pourtant, on a vu des belles choses. Puis ces 3 points qui vont compter. 1-0, c'est un petit score, hein, mais je pense que c'est une victoire convaincante. Il y a aussi le fait que, voilà, on a préparé janvier, février pour le match qui va arriver jeudi. Donc peut-être que les joueurs étaient un petit peu... pas forcément la tête à 100% à ce match de dimanche soir, et pourtant j'ai aimé ce que j'ai vu. Le Barça n'a pas dominé les débats outrageusement, mais en tout cas on a eu des occasions du début à la fin du match, et du beau football. Le but qu'on marque, c'est un chef-d'œuvre collectif. Je vais y revenir, ne vous inquiétez pas, hein. Mais en tout cas du début à la fin du match, on a vu un Barça qui s'est procuré des occasions, qui a su gérer les temps faibles, parce qu'il y en a eu un petit peu où on a perdu en maîtrise au milieu de terrain, que ce soit au début de la deuxième période où là vraiment c'était compliqué. Et pourtant Xavi n'a pas fait de changement jusqu'à très tard, hein. Encore un clean sheet évidemment. Malheureusement Lewandowski qui ne marque pas. Et je pense que Lewandowski, il a fait un bon match. Alors j'ai envie de dire qu'il fait un bon match parce que là on découvre un Lewandowski qui endosse un rôle, qui veut jouer, qui veut créer du jeu, qui veut un petit peu participer plus. Et je pense qu'il est à l'aise dans ce rôle-là. Ça se voit. Quand tu vois ce qu'il fait sur le but de Pedri et la relation dont je parlais souvent là, cette espèce de connexion qu'on doit trouver et chercher systématiquement, un Pedri proche de Lewandowski. Je l'ai dit plusieurs fois ça. Alors le but est magnifique. Franchement, c'est une des actions les plus belles. Je pense que c'est le plus beau but du Barça de la saison, honnêtement. J'ai tweeté un truc dessus en disant que pour moi, il faut absolument qu'on mette un prix Puskás pour le plus beau but de la saison en général, comme c'est le cas aujourd'hui, et un deuxième prix Puskás pour la plus belle action collective, hein, de tous les clubs du monde, parce que franchement, ce qu'on fait, ce que le Barça fait sur le but, que ce soit en termes de pressing, avec je crois c'est Kessié qui fait le pressing, ensuite Frenkie de Jong qui fait la passe verticale vers Rafinha, Rafinha qui fait une très très belle ouverture, plein centre, hein, pour Pedri, qui la remet à Lewandowski, puis ensuite Lewandowski la remet à Pedri. Ça, c'est un truc que je veux voir plus souvent. Un Barça qui arrive à un petit peu percer les défenses plein axe. On a ce joueur-là, ce numéro 10 là, du Barça aujourd'hui, avec le système qu'on a, le Pedri, hein, Pedri qui joue dans les petits espaces, là où il est vraiment à l'aise, là où il excelle, comme Messi a pu, enfin, à moindre mesure évidemment, mais Messi avait le même rôle avant, hein, quand il était au Barça. Il s'appuyait souvent sur Suarez, et c'est pour ça qu'on a eu une connexion entre Messi et Suarez qui a été magnifique, et même Eto'o avant ça. C'est quand il arrivait, Messi, à s'appuyer dans les petits espaces plein centre, hein, avec l'attaquant de pointe qui pouvait lui remettre. Et c'est ce qui manque d'ailleurs au PSG aujourd'hui, hein, où au PSG, il n'y a aucun joueur en attaque, à part Neymar. Mais bon, Neymar, c'est pas un avant-centre sur qui Messi peut s'appuyer. Et Neymar aussi aime bien. On a eu une séquence d'ailleurs hier. Comme par hasard, hier, on a vu une séquence de Neymar qui a sollicité un 1-2 avec Soler. Mais un 1-2, c'est compliqué à faire. C'est compliqué. Les gens pensent que c'est facile. Quand c'est pas inné comme ça chez toi, comme ça peut l'être chez un mec comme Suarez, comme Lewandowski. Le 2 là, le 1, il est facile parce que tu fais la passe et après tu fais l'appel de balle ensuite. Mais le 2 là, il faut avoir une certaine justesse technique et tactique, un QI football pour le mettre comme ça dans la bonne zone, à la bonne vitesse, au bon endroit, bref, dans le bon timing et faire une passe en plus facile à attraper pour le receveur ensuite. Et le but de Pedri, il est magnifique. Là, Pedri, ça commence à chiffrer, hein. 6e but en plus de la saison pour Pedri. Je l'avais annoncé, les frères. Je vous avais dit, lui, Pedri, là, cette année, c'est l'année où il doit dépasser les 10 buts en statistique, même les 10 pas décisives. Et là, on est dans ce que je prédisais, hein. On est vraiment dans l'avènement progressif. Et maintenant, les prochains matchs, les prochaines échéances en Coupe d'Europe, là, il devra
Je ne sais pas si on peut parler de masterclass ce soir, parce que je pense, moi je veux qu'il fasse des masterclass dans les grands matchs européens, face à United et peut-être après ensuite, en Supercoupe, il en a déjà fait aussi, les Classicos aussi, pareil. Là ce soir, il marque ce but-là qui est magnifique, il fait un match de titan, Pedri. Franchement, parce que c'est lui le meilleur, hein, de l'équipe, c'est le meilleur. Honnêtement, je pense qu'il est le joueur numéro 10. Là, Ansu Fati en plus, il y a les rumeurs comme quoi son maillot ne se vend pas assez par rapport à Pedri et Gavi. Mais tu m'étonnes, tu m'étonnes. Ça y est, hein, il a pris le contrôle du milieu de terrain offensif du jeu, même si Frenkie de Jong a fait un match. On va parler plus tard de Frenkie de Jong, parce que lui, il faut 5 minutes où je parle de lui que de lui. Mais Pedri, là, honnêtement, il a pris le contrôle un petit peu de l'animation offensive, clairement. C'est lui qui décide quand on accélère et comment on accélère. D'accord ? Si on est sur une phase de transition rapide, c'est lui qui décide et c'est lui qui la mène. Clairement, c'est lui qui mène les transitions rapides et les contres. Si par contre, on est dans une phase où, du coup, on a une possession qui est plutôt lente, le mec qui va accélérer d'un coup comme ça pour surprendre l'adversaire, c'est souvent lui aussi. Mais j'aimerais bien voir la statistique de nombre de mètres gagnés balle au pied par Pedri aujourd'hui, d'accord, dans la conduite de balle. On l'a vu côté gauche, côté droit à chaque fois. Jeudi, il va affronter le dernier boss du jeu, à savoir Casemiro. Je suis pressé, je suis très pressé de voir. Et après, je pense que je ferai une vidéo, si ça se passe bien, je ferai une vidéo focus sur Pedri, parce que franchement, là, observez-le bien, ses mouvements, ses déplacements, comment il lit le jeu. Systématiquement placé entre les lignes de défenseurs et de milieu de terrain, quand il reçoit le ballon dos au but, il est jamais mal à l'aise, toujours il se retourne facilement et souvent il élimine un défenseur. J'arrête les éloges pour lui parce que je pense qu'il y en a d'autres qui méritent aussi des éloges, comme Araujo. Franchement, son match, là maintenant, dire que c'est le meilleur défenseur central du monde, c'est presque une évidence. Hein. Franchement, il est tellement fort dès le début du match. Hein. La première intervention qu'il fait, toute première, c'est un ballon qui est en cloche, un petit peu mort. Il n'y a pas forcément un propriétaire à ce moment-là. Il est au duel avec l'attaquant. Il te met une chandelle comme ça. Une chandelle comme ça. L'action, elle est morte. Et il arrive à la rattraper au point de corner comme ça. Et ça a été comme ça tout le match. Le nombre de fois où il tacle comme ça, il y a un sauvetage qu'il fait. Et tu sais que s'il tacle pas à ce moment-là, c'est face à face avec le gardien. Je crois que c'est Morales qui a un face à face avec Ter Stegen. Si jamais Araujo ne la prend pas du bout du pied, il la sort en corner. Pareil, le nombre de frappes contrées qu'il a fait. À chaque fois, il se place bien. Nombre de duels gagnés aussi. Alors que tu crois qu'il est perdu en vitesse, il est puissant. Il mériterait que je dise qu'il est homme du match. Même si Frenkie de Jong aussi a été, je pense, l'homme du match. Peut-être côté Barça. Du début à la fin, il a régalé. Il avait ce positionnement, cette fonction qu'a Busquets d'habitude. Là, c'est lui qui l'occupait en tant que maître du jeu, clairement. Hein. C'était lui le leader technique de l'équipe. Clairement, il avait les ballons. Et les premiers relances, c'est lui qui les faisait. Je pense et je suis sûr qu'il y aura des compilations de son match à Frenkie de Jong parce que là, c'est vraiment un régal. On a vu dès le début du match. C'est lui qui fait la première passe, la passe intéressante qui va amener le but du Barça. Juste après, il fait une espèce de touche pour Lewandowski qui aurait, je pense, mérité mieux si Lewandowski avait frappé mieux que ça. Même si je pense que Lewandowski était hors jeu. Ensuite de ça, il a commencé à prendre le contrôle du milieu de terrain presque à lui tout seul. Grâce aidé aussi par Kessie qui a fait un très beau match. Dans l'intensité, physiquement parlant. Et d'ailleurs, malheureusement, Coquelin, je pense que là, c'est les ligaments croisés. Je pense que là, son genou a sauté. Là, je pense, presque sûr et certain que là, c'est les ligaments croisés. Je suis pas médecin, mais ça y ressemble. En plus, on l'entendait crier, hurler comme ça. C'était horrible. Franchement, de la peine pour lui. En plus, il est français, donc on l'aime bien. C'est un bon joueur. On le connaît depuis très longtemps. Franchement, ils ont des bons joueurs à Villarreal. Ils ont fait un bon match, je trouve. Que ce soit Etienne Capou, que ce soit l'ailier gauche de Villarreal, je crois qu'il s'appelle Alex Baena, un très bon joueur, un dribbleur comme ça comme il est. Chukwueze est rentré, il a fait une bonne entrée aussi. Donc globalement, c'était fort en face. Et pourtant, voilà, je trouve qu'on a été très bon sur les côtés, même si Rafinha n'a pas été bon encore une fois. Et lui, j'en parlais aussi. Je reviens sur Frenkie de Jong qui a fait un très beau match. Au début du match, je me suis dit, mais il va pas tenir comme ça, c'est pas possible. Donc moi, je suis parti vérifier les statistiques à la mi-temps pour Frenkie. Et je vois 5 interceptions en 45 minutes, 7 duels gagnés sur 9 en 45 minutes. Je me suis dit, oulala, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, donc même dans la dimension physique où tu pouvais un petit peu lui reprocher d'être un petit peu friable des fois, là en l'occurrence, bien aidé par Kessie et Gavi qui, eux, dans l'engagement sont, voilà, c'est des bêtes. Des gorilles, surtout Gavi, lui, il est incroyable. Là, du coup, Frenkie de Jong, il a profité du rôle de Gavi et Kessie pour jouer son football. Interception, lecture du jeu, des transversales comme ça, extérieur du pied.
tu te dis, mais le récital, il est incroyable. Ah, franchement, je pense, allez voir sur YouTube ou Twitter ou je sais pas où, je pense qu'il y aura des compilations sur son match à Frenkie de Jong parce que ça a été un récital et merci à lui. J'ai vanté Araujo en défense centrale. Christensen, c'est pareil. Hein. Match de patron, match de costaud aussi. Pareil, hein, il fait jamais de bruit. Mais son match, c'est un match de crack. Hein. Encore une fois, un clean sheet hein, pour la 16e fois, je crois, en 21 journées. C'est incroyable. Baldé à gauche a fait un match assez bon, décent, j'ai envie de dire. Mais à droite, Koundé a fait un très bon match. Hein, faut le dire. Hein. Là, je vais pas le louper. Koundé, il a fait un très bon match. Hein. Je pense que carrément, c'était même l'homme, je pense, du couloir droit. Hein. On a plus vu Koundé que Rafinha. Carrément, il a été plus dangereux, je pense, offensivement. Koundé, par rapport à Rafinha, et même défensivement, il a été très très bon aussi. Hein. Les petits reproches que je lui avais fait en plus face au Betis Séville, je les ai pas vus. À chaque fois, j'ai vu, être au rendez-vous quand il y avait un centreur côté le Villarreal, il était au duel, il couvrait l'espace, et il a contré, je crois, 2 ballons sur les centres qui auraient pu être dangereux pour le Barça. Donc voilà, les petits défauts qu'on peut voir chez un défenseur central, que je disais souvent, qui évite un petit peu le duel, qui met de la distance. Là, j'ai vu un Koundé impliqué dans l'impact physique. Offensivement, ça a été un crack. On l'a vu combiner et se projeter plusieurs fois. Je trouve que moi, personnellement, je trouve qu'il est plus à l'aise. Hein. Je pense que ça va pas lui plaire que je dise ça. Mais en tout cas, voilà, il est de plus en plus à l'aise offensivement. Au contraire de Rafinha, qui, encore une fois, montre ses limites et carences techniques. Hein. Franchement, Rafinha, c'est dommage hein, parce que si tu rajoutes un petit peu plus dans chaque secteur de jeu, techniquement, prise de risque, justesse technique, la bonne passe au bon moment, la prise de risque aussi, et faire les bons choix, je pense que tu pourrais être un bon joueur. Même si en 1 contre 1, Rafinha, c'est dramatique. Hein. J'ai rarement vu un Brésilien aussi faible en 1 contre 1. Il y a une action comme ça, et symbolique, je crois, c'est vers la 60e minute, je crois. Il est en 1 contre 1, il a de l'espace. En général, un ailier, quand il n'a pas d'espace, ou quand il est en phase arrêtée, c'est plus difficile que de passer que quand il est en mouvement. Mais là, en l'occurrence, il a de l'espace, il a du temps, il n'a plus qu'un défenseur à passer. Il n'a même pas besoin de le passer vraiment. Il a juste à se créer un espace pour frapper. Et évidemment, il se foire, il fait une saucisse, il se met sur son pied droit, alors que tu as largement de l'espace pour, même si le défenseur, forcément, il anticipe le pied gauche de Rafinha pour éviter la frappe. Tu peux quand même la tenter, au moins la tenter, et si tu la pousses un petit, pas trop loin, du coup, tu reviens sur le pied droit ensuite. Et là, il a même pas la grinta pour faire un petit gris-gris, un petit truc sympa, tu vois. Même pas un petit truc brésilien, quoi. Ça, il a rien, il a pas un crochet, pas un passement de jambe, un petit truc illusionné, c'était un genjutsu, quoi. Il y a rien du tout. Donc c'est dommage, hein. Franchement, c'est dommage pour lui. Alors que t'es brésilien, frère, la magie chez toi, c'est normal. Donc c'est dommage pour lui. Et Lewandowski, j'ai envie d'en parler parce que bon, alors ce rôle de meneur de jeu qu'il a, c'est bien beau, comme je disais, mais je pense que lui, voilà, il devrait un petit peu être plus simple techniquement. Il fait souvent les mauvais choix en plus, des fois des mauvaises passes, alors que si la passe elle est bonne, ça fait grosse occasion de but. Globalement, il fait un match assez moyen, Lewandowski. En plus, il manque un gros face-à-face au début du match, alors que si le match, si tu prends ton temps et tu croises ta frappe mieux que ça, là, il frappe sur le gardien, c'est un peu dommage. Mais bon, globalement, il a fait un match assez moyen, Lewandowski. J'attendais un petit peu plus de ça. Après, le rôle qu'il a, hein, plus dans le jeu, dans le combat physique. Des fois, on le voit un petit peu excentré côté droit et tout. C'est intéressant. Mais bon, faut être un peu plus juste, un peu plus simple, je pense, dans les passes, dans les mouvements. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas trop en faire. Voilà. Mais globalement, l'équipe a fait un très, très bon match. Hein. Kessié aussi. J'ai que des éloges pour tout le monde, en fait. Hein. Kessié a fait un très beau match. Et voilà, là, on a vraiment notre système qui est défini pour le match face à United. Comme je disais, là, on va affronter le dernier boss du jeu, à savoir Casemiro et toute sa clique. Rashford qui est chaud aussi, on en reparlera évidemment. Mais là, victoire importante, on prend les 3 points, 1-0. Et maintenant, on va souffler. Se préparer pour ce match-là qui va être, je pense, j'espère en tout cas, grandiose. Je serai au Camp Nou évidemment, hein, rappelez-vous, on sera avec Loguito, Massian et tout. Et puis demain, on va commencer à parler de tout ça, préparer le match, revoir un petit peu ce qui s'est passé aussi de bien. Je pense que le but, là, on va un petit peu l'étudier aussi. Hein, il mérite. Le but du Barça est vraiment magnifique, donc je pense qu'il mérite un petit peu plus d'attention. Donc voilà les frères, bonne soirée à tous.